Salut tout le monde, bienvenue à cette séance d'information pour la formation oncomassothérapie de 300 heures à l'École Arborescence. Je m'appelle Raphaël Lavoie-Brand. Aujourd'hui, j'accompagne Arborescence dans la présentation en ligne de ces vidéos, de ces services, de ces formatrices et formateurs. Alors, notre formatrice aujourd'hui qui va nous présenter ça, c'est Marie-Lou Grenier qui est ici avec nous. Salut! Bonjour, ça va bien? Ça va super bien. Écoute, je suis vraiment content que ce soit toi qui donne cette séance d'information-là parce que, ben, on s'est parlé avant, tu portes ça dans tes cellules, là, cet amour de ce travail-là, puis d'accompagnement des gens. Fait que j'ai bien hâte de t'entendre sur tout ça. Toi, Marie-Lou, juste rapidement, là, est-ce que tu vas te présenter dans la PowerPoint tantôt ou Oui, on commence déjà avec toi? ben, en fait, on est aussi bien d'y aller dans le PowerPoint parce que c'est déjà là. C'est déjà là, parfait. Oui, C'est bon. Fait que moi, je veux juste dire en partant, là, j'ai rencontré la gang Arborescence sans savoir que c'était la gang Arborescence. J'étais à un symposium de massothérapie organisé par la Fédération québécoise des massothérapeutes. Et là, il y avait des tables. Puis moi, je suis comme dans la salle, puis je suis venu seul à l'événement, puis je regarde les tables, puis où est-ce que je vais m'asseoir? Puis là, je me suis senti attiré irrésistiblement vers une table en particulier et boum, je me suis retrouvé assis dans Gang Arborescence. Il y avait ouais. une énergie de cœur, il y avait une espèce de synergie, de symbiose. Les gens étaient tellement contents de se voir. Il y avait, je sais pas, là, c'était magnifique. Fait que ça me donne des frissons quand j'en parle. Ça a été dès lors une grande rencontre. Puis je dois dire que moi, j'ai pas fait la formation. Fait que je suis intéressé aussi par, par ce que tu vas me raconter, parce que je vais en apprendre beaucoup aujourd'hui. Donc, si tu es prête, Marie-Lou, on se lance, puis je lance la PowerPoint. Oui, certainement. OK. Vas-y, c'est à toi. Donc, ben voilà, une image vaut mille mots, hein? Donc, l'oncomassothérapie avec arborescence. Ceci est une image parmi tant d'autres d'une de nos activités, d'un de nos, moi je pourrais dire, travail effectué lors de cette formation. Donc, on peut passer à l'autre parce que je ne veux pas expliquer une activité à la fois plus précisément. Je vais y aller plus de façon, une approche globale. Donc, ben, en fait, qu'est-ce que l'oncomassothérapie avec l'équipe Arborescence? Pourquoi on s'entend? Il y a différentes écoles, différentes approches, si je peux dire. Donc, au courant de notre séance d'information, je vais vraiment parler de l'équipe, de sa mission, ainsi que des 3 modules que l'on voit là, dans la formation. Donc, on parle ici de l'anatomie, de l'approche client, ainsi que de l'application pratique. Donc, l'application pratique, c'est vraiment, moi j'aime dire que c'est un peu, on a ramasser tous nos morceaux de casse-tête pendant la formation, ben là, on les assemble, on les met ensemble. Et puis, évidemment, il y a des stages cliniques et les coûts, évidemment, ça va de soi. On peut passer à la suivante. Donc, l'équipe Arborescence a vu le jour en 2008. C'est Mme Sylvie Lepage en collaboration avec Lise Lucier qui a fondé, qui a cofondé l'école Arborescence. Et c'est la seule école au Québec qui est accréditée de la FQM, donc de la Fédération québécoise des massothérapeutes, qui est spécialisée sur la formation portant sur l'accompagnement des gens atteints de cancer par la massothérapie et la gestion de la douleur. Gestion de la douleur, c'est vraiment une autre formation là aussi donnée par Arborescence, mais qui est aussi très conjointe à l'oncomassothérapie. Ce que je peux dire aussi, j'aime beaucoup aussi, je vais m'attarder sur l'appellation. On dit beaucoup oncomassothérapie, mais j'aime beaucoup aussi quand on dit que c'est une formation portant sur l'accompagnement des gens atteints de cancer. Oui, on les accompagne par la massothérapie. On n'est pas psychologue, c'est pas dans ce sens-là que je dis ça, mais on marche à côté d'eux. On les accompagne à travers ça. Puis, donc, c'est moins scientifique peut-être comme appellation, c'est plus long
que oncomassothérapie, mais je trouve que ça dit vraiment ce que ça a à dire aussi de cette façon-là. Mhm. Ensuite de ça, c'est la seule école aussi, pardon, où toute l'équipe d'enseignants travaille en milieu institutionnel. Donc, c'est pas que c'est dramatique quand c'est pas le cas, c'est le fait que l'oncomassothérapie, ça évolue rapidement. Il y a beaucoup de choses qui changent au fil du temps, ne serait-ce que juste au niveau des traitements, par exemple. Donc, c'est le fun quand l'équipe est toute en milieu institutionnel parce qu'on peut s'ajuster aussi au fil du temps. Puis ensuite de ça, on a aussi des ententes de stage pour ceux qui voudraient travailler en milieu institutionnel. Il y a une portion des stages qui doit être fait aussi en milieu institutionnel avant de pouvoir y aller travailler. Donc, il y a des ententes de stage entre les milieux institutionnels et Arborescence, ce qui est vraiment super pour ça. Ouais. Puis d'ailleurs, à travers tout le Québec, là, selon ce que j'ai compris de Sylvie, là, il y a vraiment des milieux de stage partout au Québec. Puis, oui. Puis ce qu'elle me disait aussi, Sylvie, là, c'était que le fait que toute l'équipe travaille sur le terrain, c'est les études de cas. Vous avez tellement. C'est pas juste d'être à jour sur l'évolution rapide de la médication, des choses comme ça, des protocoles, mais juste de savoir que, OK, je rentre en formation, puis comme, OK, lundi passé, la formatrice a soigné des gens, puis a pris soin a accompagné finalement des gens, puis peut parler de son expérience tout le temps, au fil du temps. Là. Ça, c'est trippant. Oui, vraiment, vraiment. C'est très enrichissant. Il y a toujours, c'est ça, sans être une étude de cas, il y a toujours des cas XYZ, pardon, qui se rajoutent à notre coffre à outils, là, si je peux dire. Ouais. Oui, c'est ça. Je voulais pas dire étude de cas comme quelque chose une étude scientifique, là, mais comme vous avez du jus, là, du terrain, des histoires constamment à ramener dans vos classes. Là. Fait que moi, je trouve que c'est extraordinaire. Ouais. Super. Je nous lance avec nos pionnières. Donc, tantôt, j'ai parlé de Lise Lucier et Sylvie Lepage qui ont cofondé l'école Arborescence. Donc, Lise Lucier, en fait, c'est vraiment... je ris parce que des fois, on l'appelle affectueusement notre maman kombucha. Là. C'est peut-être pas une belle image, mais c'est dans le sens où tout part d'elle, en fait. C'est pour ça qu'on l'appelle comme ça. Donc, elle a mis sur pied la première formation d'oncomassothérapie au Québec. Donc, peu importe de quelle école il s'agit, on part de Lise Lucier. C'est elle qui a mis ça sur place à la base. Donc, au Québec, évidemment. Donc, elle va poser un geste adapté et sécuritaire auprès des patients. Elle, c'est un peu je ne sais pas comment nommer sa façon d'agir, sa façon de parler. C'est vraiment que tout geste peut être posé tant et aussi longtemps qu'il est adapté et sécuritaire auprès des patients. Je me suis un petit peu devancée, donc tous les massothérapeutes formant en onco-masso au Québec découlent de cette première formation. Lise, elle a travaillé pendant 14 ans pour le camp comme massothérapeute et aussi comme directrice des programmes. Elle a été directrice générale au Phare Enfants Famille. Phare Enfants Famille, c'est une maison pour les enfants et de répit pour les familles ici à Montréal. Je ne vais pas m'avancer. Est-ce nécessairement en soins pâles? Je ne vais pas m'avancer. Moi, je n'y ai jamais travaillé, donc je ne veux pas dire quelque chose qui est faux, mais c'est pour les enfants, pas nécessairement non plus en onco, mais maladie à issue fatale. Ensuite de ça, massothérapeute spécialisée en oncologie en milieu hospitalier à St. Mary's à Montréal pendant au moins 2 ans, je crois. Puis maintenant, elle travaille aussi à la Fondation québécoise du cancer, si je ne me trompe pas, à Sherbrooke. Elle remplace à l'occasion aussi certains massos. Puis à Saint-Raphaël, maintenant, également à temps partiel, une maison de soins palliatifs à Montréal également. Et puis, voilà, elle est à la retraite. Mais je l'agace de cette façon-là. Mais non, c'est ça, Lise. Ouais, c'est ça. Lise, malgré que c'est comme la pionnière, elle a commencé fin des années 80,
elle a été la première masso à aller au camp, le camp, là, où il y a toutes les familles. Puis Ouais. après ça, deuxième année, boum, ça a commencé, puis ça a lancé là, toute une évolution. Elle est encore active, elle lâche pas. Oui. Dès qu'elle a de l'énergie, elle s'investit, puis c'est impressionnant de voir cette femme-là pleine d'énergie qui est cofondatrice d'Arborescence, là, vraiment une immense ressource. Ouais. Alors, notre prochaine. Une passionnée, une passionnée. Une passionnée. Oui, une passionnée. Vraiment. Donc, Sylvie Lepage, cofondatrice avec Lise, je me répète, elle est originaire du travail social. Elle s'est ensuite formée dans les années 90 en massothérapie. Elle a fait son oncomassothérapie avec Lise Lucier. Et puis, Sylvie, elle a enseigné aussi le massage suédois, le néo-reikien, puis l'accompagnement des personnes atteintes de cancer. Elle l'a enseigné avec Lise Lucier et aussi avec Julie Jobin. Puis, en 2008, elle va fonder l'école d'arborescence en association avec Lise. Elle s'est également formée en drainage lymphatique vodaire et deviendra lymphothérapeute. Donc, c'est hyper complémentaire aussi à l'oncomassothérapie. Elle a travaillé pour le cas à domicile, en milieu hospitalier à l'Association du cancer de l'Est, à la Fondation de la massothérapie et c'est toujours actif à la Fondation de la massothérapie, si je ne me trompe pas, pour des gens en douleur chronique, ainsi qu'en CHSLD, et puis sa pratique privée là, qui doit être composée comme à 80% de gens atteints de cancer. Mm-hmm. Oui, comme on voit, là, les profils sont très larges, puis l'accompagnement des gens atteints de cancer, c'est de l'accompagnement aussi en général aux personnes atteintes de maladies à issue fatale ou soins palliatifs. Tout ça est inclus là-dedans. Hein? Dans la formation, c'est très complet. Oui. C'est principalement, on voit principalement au niveau de l'oncomassothérapie. Cela dit, ça vient, veut pas, toucher aussi les maladies à issue fatale. Et puis, l'accompagnement je ne veux pas dire l'accompagnement va être le même parce que c'est du cas par cas de personne en personne, évidemment. Mais l'accompagnement que l'on va voir dans la formation, que ce soit en onco ou une personne à douleur chronique ou à issue fatale, c'est dans ce sens-là que je veux dire que c'est le même. Mais évidemment que chaque personne est unique et l'accompagnement va l'être tout autant. Là. Ben oui, puis vous donnez des outils. Toute la formation, c'est ça, c'est de s'adapter à la personne unique en face de soi. Donc, cette compétence-là qu'on développe, après ça, elle devient utile sur le terrain avec des clientèles variées. Oui, en fait, tu touches un point super important, Raphaël, c'est que justement, la formation en soi, c'est de comment adapter notre coffre à outils pour la personne qui est devant nous, autant pour poser un geste adéquat et sécuritaire, autant pour notre accompagnement, autant nous, comment on se sent à travers ça. Donc, notre accompagnement envers le patient, oui, mais nous aussi également, comment pas se brûler, comment bien se sentir, comment être en équilibre dans tout ça aussi. Là. Tout ça est touché de près ou de loin, finalement. Oui, exact. Yes. OK, alors notre prochaine pionnière. Oui, notre belle Isabelle. Isabelle Bugeaud, donc, s'est formée en massothérapie dans les années 90. Elle a également un certificat universitaire sur la gestion de la douleur. C'est d'ailleurs elle qui donne la formation, en fait, qui a créé même la formation de gestion de la douleur pour les gens atteints de douleurs chroniques. Pardon. Elle enseigne donc chez Arborescence différentes formations, donc l'onco et justement la gestion de la douleur. Elle travaille comme onco-massothérapeute pour le camp depuis plus de 20 ans. Maintenant, même si elle a l'air, je trouve qu'elle a l'air d'avoir 30 ans sur sa photo, mais bon. Donc, depuis plus de 20 ans à Leucan. Puis maintenant en milieu hospitalier au CHU de Sherbrooke. À la maison Aube-Lumière, maison de soins palliatifs à Sherbrooke, puis à la Fondation de la massothérapie aussi pour les gens atteints de douleurs chroniques, donc toujours en Estrie, là, pour la clientèle en Estrie. Ouais, Isabelle, elle irradie comme la jeunesse, là, je sais pas. Puis là, on se rend. Là, après ça, quand elle parle de son expérience de travail, t'es comme wow, attends une minute, là. T'as quel âge? C'est comme. On va rétablir ça, là. C'était pas l'idée que je m'étais fait, mais non. Ouais, c'est ça. En tout cas, elle a tellement d'expérience, là, parce qu'elle a commencé très, très tôt, puis elle a été appelée
Oui, en tout début, là, tu sais, début vingtaine, je pense, là, à se lancer là-dedans. Puis depuis ce temps-là, elle travaille avec les enfants atteints de cancer et autres. En tout cas, c'est vraiment une personne extraordinaire dans l'équipe. ouais. Ben, on l'est toutes, là. Non, non, mais Mais sans à chaque farce. fois, j'en ajoute. À chaque fois, Oui, à c'est chaque ça. page, j'en ajoute un peu. J'aurais dû le mettre en dernier, j'aurais les éloges. Non, non, c'est pas vrai. Ah! Ouais. Ouais. Fait que, ben, super. Écoute, on continue notre tour d'horizon. Oui, oui. Donc, notre belle Julie Jobin, donc, s'est formée en massothérapie dans les années 80. Elle s'est spécialisée en accompagnement des gens atteints de cancer par la massothérapie sous la tutelle de Sylvie. Puis ensuite, elle a enseigné avec celle-ci. D'ailleurs, moi, ça me fait toujours plaisir de dire que celles qui m'ont enseigné en oncomasso, c'était Julie et Sylvie. D'ailleurs, la dernière cohorte à Montréal avant que Arborescence ait été créée. Ensuite de ça, donc Julie Jobin a enseigné l'oncomassothérapie avec Arborescence. C'est écrit jusqu'à l'an dernier, mais en fait, avec la pandémie, tout ça, peut-être jusqu'à 2020 à peu près, là, en tout cas. Et des poussières, là, tout ça pour dire que maintenant, elle travaille à la Maison Saint-Raphaël à temps plein. C'est rare qu'on voit ça quand même en un seul même endroit, travailler à temps plein en onco. Souvent, c'est quelques jours ici et là. Donc, on est super, super, super heureux pour elle. Puis, ça fait en sorte aussi qu'elle devient responsable de stage à Saint-Raphaël lorsque les étudiants veulent y aller suite à leur formation. Donc là, je vois mes points, là, j'ai passé de haut en C'est bas, bien mais je correct. continue, C'est je bien correct. continue où j'étais rendue, pardon. Donc, elle a été intervenante aussi pour l'UMPAC, donc Organisation montréalaise des personnes atteintes de cancer. Elle a été également massothérapeute au Fort Enfants Famille, massothérapeute spécialisée en oncologie à l'hôpital Sainte-Mary's, également à Montréal. Et puis, c'est ça, donc maintenant à Saint-Raphaël, et puis responsable de stage. Très apprécié d'ailleurs des étudiants lorsque ceux-ci y vont. Ben oui, ils sont bien accueillis, tabarouette, hein? Je dirais que Julie est merveilleuse, c'est parfait comme responsable de stage. Elle a beaucoup de bagages, beaucoup d'expérience à transmettre. Mais l'équipe de la Maison Saint-Raphaël aussi est vraiment, excusez mon langage, mais sur la coche, là, c'est assez impressionnant quand on rentre là. Il y a une espèce d'énergie aussi là, qui nous ramène là où on doit être, qu'on est là pour les bonnes raisons. Puis, ouais. Wow. Génial. Super. Alors ensuite, on a la relève. On a la relève! Oui, puis toi, tu es là-dedans. C'est moi, ça! Ben oui. C'est moi, ça, avec mes cheveux de couleur. Yes. Donc voilà, massothérapeute depuis 2006, en massage suédois à la base. Diplômée en accompagnement pour les personnes atteintes de cancer en 2007. Donc, j'ai mis sur pied, bien évidemment, avec l'équipe de Palliami là, à l'époque, le premier service de massothérapie en soins palliatifs en milieu hospitalier au Québec. Donc, en 2008, c'était à l'hôpital Notre-Dame à Montréal pour la Fondation Palliami. Donc, avant que le CHUM devienne en un seul hôpital à Saint-Luc, avant c'était Saint-Luc, l'hôpital Notre-Dame et l'Hôtel Dieu. Je me trompe pas. Enfin, bref, comme l'étage des soins palliatifs était à Notre-Dame à ce moment-là, au CHUM. Donc, c'est là que ça a été... que j'y travaillais, qu'on a mis ça sur pied, c'était à cet hôpital-là. Donc, j'ai travaillé également en milieu hospitalier à Victoriaville et à Drummondville avec la FQC, donc en salle de chimio. Présentement, avec la pandémie, ça avait été arrêté. C'est supposé recommencer à l'automne. On se croise les doigts. C'est pas tout le monde qui ont été arrêtés partout. C'est pas tout le monde. Il y en a qui ont été arrêtés, qui ont recommencé. Moi, personnellement, dans ce cas-ci, ça a été arrêté pour le moment. Mais bon. Au moment de l'enregistrement, là, parce qu'il y a du monde qui va écouter ça plus tard Ah! aussi, là, mais là, on est Oui, en 2022, OK? tu as bien raison. Merci du rappel. Oui, voilà. Donc, voilà. Puis pour la fondation également de la massothérapie pour des gens en douleur chronique, pour le camp à domicile
Et puis, ben, j'ai nouvellement intégré la famille Arborescence depuis 2020. Ah, c'est récent quand même. Ben, oui, c'est récent. C'est un rêve que j'ai depuis bien longtemps d'enseigner, mais donc, c'est ça. Ça s'est fait récemment et puis là, maintenant, j'enseigne l'application pratique Mhm. depuis peu. Mais encore là, tout dépendra quand vous regarderez la vidéo. Avec un bon bagage d'expérience. Puis, Marie-Lou, tu m'as parlé tantôt avant qu'on enregistre la vidéo là, de ton élan de cœur là, pour Oui, ce travail-là. Tu sais, tu as commencé quand même à un jeune âge de t'intéresser à ça. C'est pas typique là, ouais, ouais, dans la ouais. massothérapie. Puis dans l'oncomassothérapie aussi. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton histoire, juste ce qui t'a amené à ça? Ben oui. Ben oui, mais dans le fond, moi, brièvement, j'ai commencé la massothérapie, j'avais 18 ans. J'ai fait mon onco, ma formation. Pendant la formation, j'ai débuté à 19, j'ai terminé à 20, mettons. Hmm. Et puis, l'oncomassothérapie m'appelait déjà, mais en toute transparence, lorsque je me suis inscrite, je ne savais même pas si j'allais terminer la formation parce que je, la formation m'intéressait énormément, mais comme je suis quelqu'un d'assez émotif, je me disais, oh mon Dieu, est-ce que c'est fait pour moi, tout ça? Bon. Euh, Ça me parlait beaucoup parce que moi, je dis que c'est dans mes veines, c'est dans mes racines familiales. J'ai deux grands-parents qui sont décédés du cancer du poumon très, très, très jeunes, 57 et 63 ans. J'ai une tante que je n'ai jamais connue parce qu'elle est décédée de leucémie vers entre 11 et 13 ans, je ne me souviens plus exactement. Et puis, j'ai un autre grand-papa qui, lui, a eu 3 cancers, mais que ça a été pris à un stade précoce, donc tout est bien qui finit bien dans l'histoire. Mais ça reste que je pense que ça m'a toujours appelé. Ça a toujours été quelque chose sans être capable de le nommer. Je pense que c'est avec les années que j'ai été capable de dire ah oui, OK, je pense vraiment que c'est quelque chose qui habite en moi, puis c'est pour ça que je suis là, puis c'est pour ça que je veux faire ça. Mais ça explique, je pense, peut-être le pourquoi du jeune âge, le pourquoi ça m'a intéressé Ouais. de si tôt finalement. Là. Puis qu'est-ce qui a fait que tu as commencé et tu ne savais pas si tu allais te rendre? Parce que moi, même chose, je me dis, oh my God, c'est des gros sujets, c'est Oui. des gros destins de gens, c'est énorme là. Qu'est-ce qui a fait que toi, tu as pu t'avancer dans cette formation-là, puis finalement, complètement fleurir là-dedans, là, tu sais? En fait, je pense que c'est comment la formation est faite parce que on nous amène pas des cas en partant. Là. À la base, ben, on va le voir un petit peu plus tard, mais comme j'ai dit plus tôt, il y a 3 modules, l'anatomie, l'approche client, l'application pratique. Premièrement, on veut comprendre qu'est-ce que le cancer, comment ça se développe. Ensuite Mm. de ça, l'approche client, justement, au niveau plus de l'accompagnement, les 5 phases du deuil. Ensuite de ça, l'application pratique. Donc, on met tous les morceaux de puzzle ensemble. Comment on fait un geste sécuritaire, comment on accompagne, bon, etc., etc. Et je pense que parce que ce processus se fait de cette façon-là, on apprivoise tranquillement. On Mm. apprivoise comment ça se passe. Puis qu'est-ce qui se passe en dedans de nous aussi. Donc, l'émotive en moi se disait quand je m'inscris, je regarde qu'est-ce qu'il y en a. Puis si je ne me rends pas au stage, j'étais en accord avec ça. T'sais, moi, j'étais en paix avec cette décision-là. Mm. Mais rendu au stage, non seulement je me sentais prête, mais en plus, ben prête. C'est un peu comme avoir des enfants. T'es prêt, mais t'es pas prêt dans Ouais, dans le c'est sens où pas on ce n'est que jamais t'attends, mais t'es vraiment pas prêt. vrai. On est rendu là, mais à quel point on est prêt, je pense que c'est en le vivant aussi. Là. Mais Mm. bref, tout ça pour dire que j'avais envie de le faire. Puis, je communiquais aussi avec mes responsables de stage lorsque c'était en milieu hospitalier. J'ai dit, admettons, là, admettons que Mm. c'est trop prenant pour moi puis que je suis pas capable. Parce qu'au début, il y a
un volet observation. On n'embarque pas tout de suite dans le bain, là. Puis les responsables de stage m'avaient dit, tout ce que je te demande, c'est pas de pleurer comme une madeleine devant la famille. Ils n'ont pas besoin de ça. Si tu sens que c'est trop pour toi, tu t'excuses et tu sors. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de faux pas, c'est correct, puis on en discutera après. Et juste ça m'avait énormément rassurée, ça m'avait fait énormément de bien, puis finalement, j'ai jamais eu à avoir une situation comme ça. Oui, ça peut arriver que je reviens chez moi puis j'ai un trop-plein, mais c'est vraiment pas à chaque jour. Il peut y avoir plein de choses qui est en ligne de cause. Là. Ça peut être aussi une journée parce que je suis sincèrement plus fatiguée. C'est pas nécessairement non plus À l'élément cause de ça. déclencheur des fois. Oui, c'est ça, exactement. Mais il doit y avoir une connexion humaine là, que tu es comme. T'es en lien avec cette personne-là en face de toi, puis la sensibilité, elle se place d'une façon que tu es aussi en relation d'aide ou en accompagnement, puis ça nourrit, j'imagine, aussi le lien, je sais pas. Puis dans la formation, vous faites un travail personnel aussi de comment avoir une espèce d'hygiène intérieure qui permet d'être dans une relation saine d'accompagnement, même si les gens vivent des choses très, très difficiles. Oui, en approche client, il y a effectivement une fin de semaine en présentiel où est-ce que je dirais que c'est plus prenant émotivement. Mais c'est super important de comprendre que c'est un cheminement qui se fait et non pas une thérapie en soi. On n'est pas là pour faire une thérapie pour soi. Ouais. Par contre, oui, ça bouge des choses, mais je pense que ça fait partie du processus. J'aime même dire que ça fait partie du processus arborescence. C'est l'apprentissage qu'on fait justement autant pour se connaître nous-mêmes, peut-être, pour connaître nos limites, mais également pour l'accompagnement des gens, finalement. Mais j'aime beaucoup cette approche qui n'est pas juste comme, OK, voici comme cliniquement, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il faut faire, nan. Ça inclut l'être humain, là. Chez Arborescence, on s'occupe du masso, là, tu sais. Oui. En fait, c'est que ça peut pas faire autrement, je pense, parce que il y a des bases, c'est sûr que si je parle dans le pratico-pratique, oui, il y a des bases, bon, avec telle situation, on peut ou on ne peut pas faire ça. On doit l'adapter d'une certaine façon. Et selon chaque coffre à outils, là, c'est comment on l'adapte. Ça, oui, c'est plus cadré, si je peux dire. Ben oui. Par contre, on a un coffre à outils aussi qui n'est pas dans le mécanique, qui n'est pas dans le manuel, qui n'est pas dans une technique de massage, qui sont notre être, finalement. Mais la personne en avant de nous aussi, elle est ce qu'elle est, elle a son coffre à outils. Donc, comment s'adapter à travers ça? Comment accompagner la personne dans le meilleur de nos capacités sans la brimer, sans la juger, sans se vider. Sans se vider, tout à fait, ouais. Donc oui, ça fait partie chez Arborescence. Ce n'est pas que l'aspect mécanique de la chose, mais bel et bien comment prendre soin de soi pour prendre soin des autres également. Mais en tout cas, merci de partager cette petite parenthèse-là de ton parcours qui fait le lien avec la formation. Ça rend ça très, très concret, très réel, je trouve. Là. Fait que, on a d'autres relèves à présenter. Hein? Est-ce qu'on avait fait le tour ici? Oui, fait que là, on va passer à la prochaine. Yes! Chantal, notre représentante de l'Est. Gaspésie, oui. Oui, c'est ça. Donc, Chantal Leblanc, diplômée en massothérapie et en éducation spécialisée dans les années 90-2000, formée en oncomassothérapie en 2012, thérapeute en lymphœdème également en 2019. Elle pratique en milieu hospitalier à l'hôpital de Chandler et Gaspé pour l'Association du cancer de l'Est, pour le camp également, et puis en centre pour personnes polyhandicapées. Et puis, même chose, elle est nouvellement dans l'équipe Arborescence depuis 2020. Yes. Puis on a aussi Stéphanie. Stéphanie. Stéphanie dans le coin de Montréal. Donc, Stéphanie Leblanc, massothérapeute depuis 2015. C'est
C'est notre fusée, dans le sens où massothérapeute depuis 2015, mais mon Dieu, riche en expérience comme ça se peut pas. Elle termine sa formation en oncomassothérapie en 2016. Elle travaille maintenant au CHUM, en soins palliatifs, à l'hôpital Jean Talon, en onco et en soins palliatifs, et puis au Fort Enfants Famille à Montréal. Puis bon, je le trouve pas, mais il me semble qu'il y a un autre centre hospitalier. Ouais. CHUM, Jean Talon, puis il y en a un autre. Il m'en manque un, mais je sais qu'elle est dans 3 milieux hospitaliers différents, donc ça vous donne Elle est la très richesse en active. expérience. Là. Oui, très, très Ouais. active. Au Fort Enfants Famille à Montréal, puis elle joint l'équipe donc en 2020. Stéphanie a même mis sur pied la formation continue pour les oncomassothérapeutes, donc élargir ses horizons. Une formation très, très intéressante, très, très pertinente quand on sort de la formation d'oncomasso puis qu'on ne sait pas trop où se pitcher ou encore on voudrait approcher une fondation XYZ, mais on ne sait pas trop comment, qu'est-ce qu'on doit mettre sur pied pour être pris au sérieux, pour avoir donner une crédibilité aussi. Ouvrir des nouveaux milieux, là, pas Ouais, juste attendre qu'il y ait de la job à quelque part où ce que des c'est ça. pionnières ont déjà fait le chemin, mais toi, si tu es pionnière ou pionnier, qu'est-ce que tu fais pour avancer puis être bien outillé, là? C'est magnifique comme formation. Oui, vraiment. Puis j'ai envie de dire que, tu sais, on a séparé ça, les pionnières ainsi que la relève, mais en fait, je pense qu'en tant qu'oncomassothérapeute, peu importe où l'on se trouve, Ouais, on est encore à un stade de tout le monde est pionnier, pionnière, parce que ouais. ça commence encore à se faire connaître. C'est pas tout le monde qui connaisse l'oncomassothérapie, puis ça a toute sa raison de se faire connaître finalement. Là. Oui, vraiment. Puis toi, tu es dans la relève arborescence, mais tu as aussi été pionnière dans un milieu avec Palliami. Tu nous as parlé de ça, tu as Oui, monté un nouveau projet. Tu sais. Dans le fond, c'est ça, c'est un milieu qui est en croissance, qui se fait connaître davantage. Il y a comme une masse critique de monde qui savent maintenant c'est quoi pour que ça débloque plus facilement qu'avant, mettons. Avant, où oui, c'était juste comme Lise Lucier, là, elle me disait que les premières années à Sainte-Justine, elle frôlait les corridors, elle frôlait les murs des oui, corridors, elle ne voulait pas déranger personne. Puis ouais. maintenant, c'est comme, il y a des massos, c'est normal, c'est reconnu. Le Mais c'est ça. besoin est là. Hein? Le besoin est là, pardon, je t'ai coupé, mais C'est le ça. besoin est là, donc vraiment. Le besoin est là, puis ça fait juste prendre de l'ampleur, puis c'est magnifique, mais il y a tout ce travail-là à faire. Fait que c'est ça, Stéphanie, elle a créé cette formation-là pour équiper les pionnières et pionniers là, qui veulent tenter d'ouvrir des nouveaux milieux de Ouais, travail. ouais. Super. Alors, ensuite, Mathis. Notre homme. Donc, Mathis Couchot, arrive chez Arborescence en 2021. Il est massothérapeute depuis 2009 en suédois. Il accumule plusieurs formations telles que shiatsu thérapeutique, massage sportif ainsi que fasciathérapie. Si je ne me trompe pas, il travaille dans une clinique multidisciplinaire également. Ouais. Dans le coin de Montréal, il me semble. Oui, c'est à Montréal, oui. Merci. Donc, il a terminé sa formation avec nous en accompagnement pour les personnes atteintes de cancer par la massothérapie à l'automne 2020. Puis, dans le fond, c'est un peu notre technicien, notre homme à tout faire au niveau de la technologie, la sphère technologique. Donc, ses connaissances en informatique amènent des outils plus que nécessaires à Arborescence, parce que la pandémie nous a amené plein de beaux défis, dont aussi faire la formation en hybride, donc Ouais. pas seulement en présentiel. Et puis Mathis, je pense qu'il a aidé beaucoup aussi dans ce Oui. volet-là. Puis avec une équipe grandissante aussi, comme la collaboration de l'équipe en ligne avec des gens en Gaspésie, au Bas-Saint-Laurent, à Montréal, il faut que tout ce monde-là se collabore. Fait que, ben c'est ça, Mathis, il a soutenu à ce niveau-là. Comme moi, je suis arrivé un petit peu par la bande, sans la formation, mais juste parce que j'aime la gang pour aider au point de vue comme vidéo. Oui, Et outils un peu plus promotionnels, là, mais c'est ça. Fait que c'est la grande équipe. bien, Yes. l'équipe Fait qu'ensuite, on Arborescence a. t'a un peu adopté aussi, en fait. Ouais, on peut dire ça. J'ai envie de dire ça, c'est vrai. Ça va dans les deux sens, là. Ouais, c'est ça. On pourrait dire ça, exact. En tout cas, moi, ça me fait vraiment plaisir
de participer. Alors, Mélanie, ensuite. Donc, Mélanie Tremblay, massothérapeute depuis 2007. Elle termine sa formation pour les gens atteints de cancer accompagnés par la massothérapie avec arborescence en 2013. Elle a plus de 1700 heures à son actif à travers toutes ces années de formation. Mélanie, c'est l'assistante, assistante future enseignante, en fait, là, prochainement, lors de la formation d'oncomassothérapie à Chicoutimi. Puis, j'aurais envie de dire, est-ce que je m'en... Oui, je me demandais si je le disais maintenant ou plus tard, mais enfin bref, au niveau de l'anatomie, le cours se donne en ligne maintenant. Et puis, c'est ce qui est merveilleux dans le sens où l'enseignante qui le donne, peu importe où elle est située, ben, comme c'est en ligne, ça peut se donner. Donc là, ça dit d'oncomassothérapie à Chicoutimi, mais éventuellement, Mélanie pourra également là, donner l'anatomie comme enseignante dans le confort de son chez-soi, même si ce sont des étudiants à Montréal, par exemple. Voilà. Donc, elle enseigne déjà pour l'école Claude Delisle les cours d'anatomie, physiologie, pathologie, les points trigger et le massage sur chaise. Donc, l'école Claude Delisle qui est à Chicoutimi également. Mélanie œuvre aussi en milieu hospitalier à Toucher du cœur, masso-cancer, donc tout dans la même région, là. Elle offre des services de massothérapie spécialisés en oncologie sur le département de chimio, à l'hôtellerie ainsi qu'aux personnes qui sont hospitalisées sur certains étages de l'hôpital. Oui, elle est très impliquée elle aussi. Oui. Donc, ça complète notre tour d'horizon de l'équipe actuelle en 2022 au moment de l'enregistrement. Puis maintenant, on se lance pour la deuxième partie, Marie-Lou. Oui, donc la mission d'arborescence, c'est vraiment à habiliter les massothérapeutes à poser le geste de massage, de poser un geste de massage adéquat en fonction des techniques de travail manuelles qu'ils possèdent déjà. Donc, on ne retrouve pas ici une nouvelle technique enseignée. Voici ce qu'il faut faire. On ne verra pas ça. Telle manœuvre, on la fait pas. On ne voit pas ça non plus. On adapte vraiment les outils qu'on a déjà dans notre coffre. On déprogramme un peu ce qu'on a appris pour reprogrammer de façon adaptée. Donc, en lui enseignant des connaissances de base sur le cancer, les maladies chroniques et ou à issue fatale, un peu ce qu'on a déjà dit précédemment, et puis en le sensibilisant et l'outillant à accompagner les personnes atteintes et les proches significatifs, c'est vrai. Dans la formation, oui, on parle beaucoup de la personne atteinte, mais on s'entend que la personne atteinte, ça atteint beaucoup de personnes autour d'elle. La famille, les amis. Donc, moi, on aime bien dire les proches de la personne parce que c'est pas nécessairement la famille, c'est pas nécessairement les amis, c'est les proches de cette personne-là, peu importe le rôle qu'ils ont. Donc, les proches significatifs dans tout le parcours de la maladie. Donc, on les rencontre peu importe le stade, peu importe là où ils en sont rendus, pardon. Puis après ça, ben, le cheminement, à partir du moment où on les rencontre, ben, on les accompagne là-dedans. Puis ça défait un peu le mythe là, de quelqu'un a un cancer, non, on ne peut pas masser ces gens-là. Tu sais, au début, c'était ça, là, les pionniers de la massothérapie, il a fallu qu'ils expliquent comme ben non, mais voici qu'est-ce qui se passe dans le cancer, puis on peut faire un geste adapté sécuritaire. Là, fait que c'est d'apprendre là, selon les stades, selon des choses très pointues. Là, je me rappelle Lise qui parlait de ça, là, comme est-ce que la chimio, est-ce qu'il y a des traitements qui viennent d'avoir eu lieu, ou comment, quelle intensité, c'est quoi la médication, c'est quoi l'état des tissus, c'est quoi l'état émotionnel de la personne, puis selon comme une grande quantité de facteurs, on va trouver notre geste sécuritaire et adapté pour accompagner la personne en tant que telle. T'sais. Exact. Tu fais un excellent résumé, c'est carrément ça. Dans le sens où il y a toujours possibilité de faire un geste. On aime mieux faire un geste que de ne pas en faire du tout. Donc, vraiment, la fausse croyance d'il y a plusieurs années de ne pas masser parce que ça peut propager ou bon, peu importe ce qui était dit, ben c'est ça. C'est complètement faux et on explique le pourquoi dans la formation.
Mm. Et puis, ben voilà, il y a toujours possibilité de faire un geste, mais un geste adapté, parce qu'un Mm. geste inadéquat, pardon, Mhm. euh, et un geste qui n'est pas sécuritaire, oui, ça pourrait avoir des répercussions Oui, négatives qu'on ne veut pas pour oui, la oui. personne. Donc, Mm. toujours être en connaissance de cause, puis il y a toujours possibilité de faire quelque chose, mais de façon adaptée et sécuritaire. Puis là, ça peut sembler comme, oh mon Dieu, mais genre, comment je vais faire? Mais vous avez les outils, là. Je ne sais pas si tu vas parler de l'arbre de décision, mais ça, c'est un outil très central à la formation, là. Tout à fait, qui est vu dans l'application pratique, ouais. Fait que tu vas en parler tantôt, un Si petit j'en peu. parle pas, tu me ramèneras. OK. OK. Fait qu'on On peut passe à la continuer, ouais. prochaine. Donc, les buts de la formation, c'est d'apprendre aux massothérapeutes à avoir un geste éduqué qui posera la massothérapie en complémentarité des traitements médicaux de cancer, aider à améliorer la qualité de vie des gens atteints de cancer et de leurs proches significatifs dans le parcours de la maladie. Euh, Ça paraît simple comme ça, mais ça fait tellement une belle différence. Quand on dit aider à améliorer la qualité de vie, je pense que c'est Mm. une base, mais une base comme fondamentale. Mm. Euh, Puis, ben, on se répète, mais c'est parce que c'est ce qui est au cœur, c'est ce qui est au centre de la formation. Donc, vraiment apprendre aux massothérapeutes à avoir un geste éduqué, Mm. c'est vraiment ce qui fait la différence. C'est que justement, on peut poser un geste, mais de façon sécuritaire. Puis, Mm. en complémentarité, comme tu disais, là, le beau résumé que selon le cancer, selon le stade, l'état physique, psychologique, les traitements, les non-traitements, bon, peu importe, euh, on récupère toutes les informations, puis après ça, on se fait un éventail de ce qui est possible, puis ce qui n'est pas possible, puis comment on adapte. Mm. J'ai envie de dire, j'ai envie de paraphraser Isabelle parce que dans une des vidéos que j'ai fait avec Isabelle, elle parlait de Isabelle Bugeaud, là, une des pionnières. Euh, Elle disait que tu sais, au cœur de la contribution, le cœur de la contribution de l'oncomassothérapie puis de ces gestes adaptés-là, euh, pour la qualité de vie, hein, on parle de qualité de vie. Il me semble qu'elle disait quelque chose comme, tu sais, quand on est très malade ou notre corps est en détresse, là, tu sais, puis on n'a pas envie de ressentir notre corps, d'être dans notre corps, on n'est pas bien dans notre corps. Puis juste le fait qu'un massage puisse nous offrir un moment où on est bien, un moment où on se sent comme à la maison dans notre corps, où peut se déposer dans notre corps, c'est comme tellement un contraste énorme face à notre réalité quotidienne qui est dure. Que c'est ça, c'est un îlot de paix finalement dans ce parcours-là qui est ardu. Là. J'ai envie de renchérir par rapport à ça, qu'on est, si on parle en milieu hospitalier, là, à partir du moment que la personne a décidé d'accepter les traitements, on s'entend, ils ne sont pas obligés, mais dans cette optique-là, on est le seul professionnel qui y arrive à qui on demande la permission au patient, dans le sens où l'infirmière, si elle a une prise de sang à faire, elle a une prise de sang à faire. C'est pas, ben non, aujourd'hui, je la prendrai pas. Ça doit être fait. Le traitement de chimio, il doit être administré. Bon. Alors que Ouais, on suit, c'est ça. nous, on arrive, puis on vient offrir un soin. Donc, déjà Mm. là, ça redonne un pouvoir à la personne de dire oui ou non, je veux ou je ne veux pas. Mm. Puis, après ça, justement, d'avoir ce baume-là, ce qu'Isabelle parle, que finalement, dans toute cette espèce de mal-être, de douleur, d'inconfort, ben, on peut arriver à avoir hey, non, c'est encore agréable un toucher, c'est encore, il y a une Mm. chaleur, je ressens pas une quiétude, mais un mieux-être. Mm. Je cherche mes mots comme à l'habitude, mais ouais, Mm. j'ai même envie de dire une petite aparté, une petite anecdote. Il y avait un monsieur en salle de chimio. Je passais, puis je faisais le tour, puis je disais bonjour, je me présente, bon, massothérapeute,
je voudrais savoir si vous aimeriez recevoir un massage aujourd'hui, tout ça. Puis à chaque fois, c'était ah non, c'est gentil. Ça va être correct. C'est pas de problème. Passe une bonne journée. Mais moi, je suis là toutes les semaines, fait que je refais ma ronde, puis je le recroise, puis je lui redemande, puis c'est non, puis ça va être correct. Puis... Sa dernière journée de chimiothérapie, mais moi, je ne sais pas que c'est sa dernière chimio quand je me présente à lui. Je lui demande, j'ai dû prendre une chance, je veux pas insister, je veux juste savoir si aujourd'hui si vous aviez changé d'idée, si vous aviez le goût. Puis il dit, ma fille, elle m'en a fait un l'autre fois, puis c'est agréable. Je pense que pour ma dernière journée de chimio, je vais dire oui, je vais l'essayer. Je dis, mais c'est votre dernière journée, super, tu sais, on va essayer de bien boucler la boucle avec le massage, super, on s'installe, tout ça. Puis en salle de chimio, c'est pas des massages d'une heure, là, c'est des 15-20 minutes selon. Là. Et puis, quand on a terminé, je lui dis, bon, je ramasse mes choses, puis il me regarde, puis il dit, j'aurais dû dire oui bien avant. Fait que j'ai trouvé ça vraiment touchant puis agréable de faire comme cette espèce de baume-là, peut-être qu'au début, c'était la confiance qui n'était pas, on se connaît pas, peut-être qu'il n'avait jamais reçu de massothérapie auparavant, fait que c'était une approche que, tu sais, bon, je suis pas sûre, mais là, il a probablement parlé à sa fille, il y a quelqu'un qui vient faire des massages, mais ça me tentait pas, puis sa fille a peut-être dit, mais moi, je vais t'en faire un, tu vas voir si t'aimes ça. Il y avait un lien de confiance qui était établi, ça passait par là, finalement. Fait que, tu sais, je me dis, ça crée aussi une ouverture. Peut-être qu'en chimio, il n'en a pas reçu tant que ça, mais peut-être que par la suite, il va faire un suivi aussi, puis d'avoir la compréhension de l'importance d'un oncomasso aussi. Donc, j'avais trouvé ça vraiment intéressant. Cette petite anecdote-là, je me dis, même si on voit une personne qu'une seule fois, ça peut quand même faire une différence. Ça fait quand même tout, ça prend tout son sens, même si ce n'est qu'une fois, même si ce n'est que 15 minutes. Oui, oui. Ça vient tellement mettre en contraste, tu sais, puis ça devient une ressource intérieure, je pense, moi, pour les gens ils peuvent repenser au massage, tu sais, c'est comme, il y a quelque chose de bon autour, tu sais, c'est juste cette conscience-là qu'il y a quelque chose de bon qui peut se passer, tu sais. Ouais. All right. Magnifique. Ben écoute, on t'est rendu au milieu de la slide, là. Oui. Qu'est-ce que tu veux dire par une médecine douce qui tend à un bilinguisme? Oui. Donc, on apprend l'anglais et l'espagnol. Non. Le bilinguisme, ce que je veux dire, c'est que c'est deux langages dans le sens où il y a le langage de la globalité, de l'humain et du cœur, donc dans l'accompagnement. Mais il y a aussi le langage scientifique. Donc, pour mieux comprendre le cancer, ses enjeux, puis la réalité où baigne le client atteint. Puis j'aurais même tendance à dire aussi pour l'équipe médicale, surtout en milieu institutionnel. Pour être la massothérapie, comme on dit, on est tous des pionniers, des pionnières, ça commence à être normalisé là, d'être dans des milieux institutionnels, mais il peut encore avoir des réfractaires, il peut encore avoir des gens qui se demandent à quoi ça sert, pourquoi. Bon, si on a le même langage qu'eux, le même langage scientifique, où est-ce qu'on comprend quand ils nous parlent, qu'on utilise les mêmes termes médicaux sans s'annoncer, on ne sera pas médecin infirmier pour autant, mais ne serait-ce que de comprendre et d'être capable de verbaliser le même langage qu'eux. Il y a une crédibilité qui se fait. Une confiance qui se fait aussi auprès de l'équipe médicale que, OK, c'est où est-ce qu'ils s'en vont, c'est de quoi on parle. Donc, c'est super important. Puis, ça fait partie aussi de la formation, ce langage-là. Donc, vraiment, le langage de l'humain, de l'accompagnement, d'être capable de parler avec nos mains, avec notre soin, mais également le langage scientifique pour les équipes médicales. C'est une très, très grande force, absolument. Ouais. Donc, on tombe dans la dernière sphère, c'est-à-dire dans la sphère des modules. Donc, il y a 3 différents modules. On commence avec l'anatomie, physiologie, pathologie du cancer. Et c'est dans cet ordre-là aussi là, que vous allez voir que au fil du temps de la formation, c'est dans cet ordre-là. Donc, l'anatomie, l'approche client ainsi que l'application pratique. Donc, notre formation est maintenant, depuis la pandémie, rendue hybride. Par hybride, on veut dire qu'il y a une portion en ligne, il y a une portion en présentiel. Et l'anatomie, elle est totalement en ligne.
Donc, c'est un 45 heures qui comprend aussi un 15 heures additionnel. On demande aux étudiants d'aller faire leur RCR. C'est quoi ça? Euh, le, oh, voyons. Le RCR, c'est pour juste parce que juste parce que tu me le demandes, les mots ne me viendront pas. Ça mange quoi en hiver, un RCR? Un RCR, ben, c'est pour tu vois, bon. Mala- Je veux avoir l'acronyme exact, je ne veux pas le définir. Fait que pour les besoins de la cause, je vais aller le googler. Secourisme, RCR. Oui, c'est un cours de secourisme. OK, c'est un cours de secourisme. C'est réanimation cardio-respiratoire. Voilà ce OK, que c'est bon, on l'a. Donc, on s'entend. En milieu institutionnel, s'il arrivait quelque chose, le massothérapeute va être facilement tassé. Il y a toute une équipe médicale autour. On s'entend que c'est pas. Mais si c'est dans notre bureau privé, si c'est au domicile de la personne, s'il y arrivait quoi que ce soit, on ne veut pas être prise au dépourvu. Puis là, on s'entend que c'est extrêmement exceptionnel comme situation. Je n'ai jamais même passé proche d'une situation comme ça dans ma pratique. Mais on aime mieux être trop prévenant que pas assez. Donc, on demande que le RCR fasse partie de la formation. Et si je ne me trompe pas, en fait, je pense même que c'était une demande de la FQM. Je ne veux pas m'avancer là-dedans de qui porte le chapeau, mais il me semble que c'était... Oui. Ben, ça prend ça pour travailler dans des camps de vacances avec des enfants débordants de santé. Fait que pourquoi pas avec des gens atteints de maladies. Oui. Je pense que c'est complémentaire, là, tu sais, que ça fait du sens aussi. Ça fait bien du de la sens. cause. Ça fait bien du sens, oui. Donc, dans l'anatomie, on va parler, donc, justement, on dit d'apprendre qu'est-ce que le cancer, d'où ça vient. Donc, on parle des cellules saines versus une cellule cancéreuse, justement, de qu'est-ce que ça mange en hiver, comment ça se propage. Donc, le processus d'angiogénèse, tantôt, quand on parlait de la fausse croyance, puis de la raison du pourquoi, on explique que c'est vraiment une fausse croyance, puis que le massage ne va pas faire activer la formation de nouvelles cellules cancéreuses. Bien, justement, le processus d'angiogénèse, ça, une fois que c'est expliqué, on comprend la raison du pourquoi. Ensuite de ça, le processus de métastasion, donc justement, comment se propage le cancer, comment ça se fait qu'on retrouve une cellule du sein dans une cellule du poumon ou du foie. Donc, dans une cellule de l'organe du poumon du foie. On dirait que je ne sais pas si j'allais bien dire. Ça voyage. Oui, c'est ça. On a compris. Comment elle voyage. On va voir aussi des cancers qu'on voit, ce qu'on dit cancer adulte versus pédiatrique, parce que oui, ça peut arriver, là, une leucémie chez l'adulte, par exemple, mais de façon générale, là, majoritairement parlant, ça serait plus classé comme un cancer pédiatrique. Donc, on va voir les différences entre les deux. Ensuite de ça, la stratification versus la gradation du cancer. Donc, justement, comment le cancer évolue, c'est à quel stade et ainsi que son agressivité. C'est-tu un cancer qui se propage très rapidement? C'est un cancer agressif versus beaucoup plus lent. Ça va jouer sur les traitements. Ça va jouer sur les pronostics. Cette compréhension-là. Ensuite de ça, la formule sanguine, c'est comme un élément clé très, 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 très important de la formation. Justement, le taux d'hémoglobine, de plaquettes ainsi que de globules blancs. J'en dis pas plus. Là, on va apprendre à propos de la formule sanguine, les taux à respecter, puis comment adapter notre geste en fonction d'eux. On va voir une petite partie du système lymphatique, c'est-à-dire qu'on ne sera pas lymphothérapeute en sortant d'ici. Par contre, on va quand même comprendre où sont les principaux sites ganglionnaires, dans quel sens se promène la lymphe, où on amène les liquides selon si le système lymphatique est touché ou non. Donc, ça, on va voir ça en anatomie aussi. L'approche client, donc, lui, c'est celui qui est le plus hybride dans le sens où c'est, on dit 20-20-20, donc c'est 60 heures, l'approche client est de 60 heures au total, donc 20 heures en ligne, 20 heures en présentiel, qui est normalement une fin de semaine, vendredi, samedi, dimanche, et puis 20 heures en ligne encore.
Donc, il y a deux aspects vraiment à l'approche client. Il y a un aspect plus théorique et un aspect plus pratique. Ici, je nomme les noms des exercices, si je peux dire, mais c'est voulu que je ne vous expliquerai pas en détail qu'est-ce que c'est. Nous, on aime dire que ça fait partie de faire confiance au processus arborescence parce que si on vous nomme d'avance qu'est-ce que c'est, puis ça agit sur quoi, ça travaille comment, comme c'est la partie approche client, on enlève un petit peu du travail que l'on fait Ouais, de soi-même. l'expérience. Oui, c'est ça, l'expérience et l'apprentissage qu'on fait à travers ça. Donc, ce que je peux vous dire quand même, c'est les 5 phases d'adaptation d'Elisabeth Kubler-Ross, donc les 5 phases d'adaptation, le processus de deuil avec Gilles Deslauriers et Dr. Christophe Fauré. Dr. Christophe Fauré, si je ne me trompe pas, là, c'est un médecin de France. Là, j'ai passé trop vite, mais les 5 phases d'adaptation, on parle souvent les 5 phases Du deuil, là. du deuil, c'est-à-dire le déni, la colère. Ouais, on connaît ces 5 phases-là, ouais. C'est ça. Donc, c'est de ça qu'on parle. Ouais. Et puis là, je reviens, approche aux personnes malades, mourant, ainsi que leurs proches significatifs, puis ce qu'ils traversent psychologiquement. Donc, on va passer à travers, justement, ce à quoi... j'aime pas ça dire ça. Pas qu'on passe à travers ce quoi qu'ils vivent. Je pense que ça, on peut passer à travers seulement quand on est dedans, mais on peut quand même survoler autour puis parler de ce qu'ils vivent sans dire pour autant qu'on le vit personnellement. Là. Je veux faire la nuance quand même. Là. Ouais. Ouais, absolument. Ensuite de ça, dans les aspects pratiques, donc ça, ce sont les différents exercices d'intégration qui sont proposés. Il y a le beau mandala de sable ici, donc qu'on voit sur l'image, mais ça fait partie d'un des exercices d'intégration qui sont proposés. Donc, il y a de sortir de l'ombre, le bac de sable, remplir sa valise, coupure des contacts, travail sur le deuil, puis le rituel de deuil. Et puis le mandala de sable, ben, je ne vous dis pas ça va où. C'est voulu. Donc, ce sont tous des exercices que l'on fait qui nous font vivre comment quelqu'un peut se sentir selon ou si on se projette ou nous, quand on le vit, juste l'exercice, c'est juste un exercice en soi, puis ça fait bouger beaucoup de choses à l'interne dans ce que nous, on a vécu par le passé, que ce soit de la maladie ou non. Si c'est pas nécessairement en lien avec la maladie. Donc, c'est vraiment très pertinent aussi ensuite par rapport à l'accompagnement qu'on aura pour les gens. Ensuite de ça, l'application pratique, donc celui-là, c'est un total de 75 heures et c'est totalement en présentiel. Donc, en fait, ils sont bien écrits. Donc, le cours des tissus cicatriciels, qui est un 15 heures, qui est donné par Isabelle Bugeaud. C'est elle qui a qui a créé le cours de tissus cicatriciels. Donc, comment adapter un toucher sur des cicatrices, mais aussi quand est-ce qu'on peut toucher, parce que quand c'est très frais, c'est pas le moment. Les tissus ne sont pas régénérés, même si la cicatrice semble belle à l'extérieur, à l'interne, ça ne l'est pas nécessairement. Donc, tout ce volet-là. Le cours de massage métamorphique de 14 heures, c'est notre outil passe-partout. C'est une harmonisation du système nerveux autonome qui est donné par Sylvie Lepage. Ensuite de ça, il y a un travail très important, ce qu'on dit le tableau des manœuvres. Là, en fait, c'est justement quand on parle que chacun a un coffre à outils, des techniques de massage différentes. Pour adapter notre technique de massage en soins adaptés, comment adapter notre coffre à outils. Donc, les techniques que l'on a, nos techniques manuelles qu'on a dans notre coffre à outils, comment qu'on fait pour les adapter pour que ce soit adéquat pour masser quelqu'un atteint de cancer. Donc, c'est vraiment un travail de recherche, mais comment je dirais, c'est pas bonne réponse, mauvaise réponse. C'est vraiment un travail qui va nous aider dans notre futur, dans notre pratique. Donc, il faut vraiment le voir de façon
que c'est un outil qui va nous aider et non pas « Oh là là, j'ai un travail, puis je vais me faire taper ses doigts si j'ai pas une bonne réponse. » Mhm. Puis ensuite de ça, ben, l'arbre de décision et l'adaptation de massage. Donc, ça, c'est 17 heures de la formation. Justement, pour arriver à savoir comment adapter, comment on peut, quelle manœuvre on peut faire selon nos outils, selon nos techniques de massage, bien, on a un arbre de décision. C'est-à-dire que on va avoir recueilli toutes les informations, toutes les données qu'on a à recueillir dans notre questionnaire santé. Puis ensuite de ça, ben, notre arbre, c'est des questions que l'on se pose. Est-ce que j'ai des parties du corps à prioriser ou à éviter? Est-ce que j'ai des manœuvres à prioriser ou à éviter? Est-ce que la profondeur du massage, est-ce qu'elle est limitée? Est-ce que mon temps de massage est limité? Est-ce que, bon, etc., selon l'information recueillie. Donc, ça vient vraiment nous éclairer sur nos possibilités du soin à ce moment-là. Ouais, c'est la synthèse, c'est l'outil de synthèse là, avec lequel on sent que tous les morceaux se mettent en place puis on est bon pour aller masser notre client. Là. Oui, parce que souvent, on arrive un peu à l'application pratique, puis on a un peu la tête pleine de faire comme hey, il y a beaucoup d'infos là. Qu'est-ce que je fais avec tout ça? Puis quand on arrive à l'heure de décision, c'est comme si tous les morceaux de puzzle prennent place, puis là, on voit le tableau, là, on voit l'image, on fait comme ah, OK, c'est ça que j'ai devant moi, c'est ça que je peux faire. Ouais. Fait que tu m'as raconté une anecdote là, de quelqu'un qui se demandait justement, oh mon Dieu, Ah oui, tu pourrais peut-être la raconter ici, là, oui, oui, mais oui, oui. en gros, tu sais, si on a un tendance à vouloir cocher des cases ou tu sais, juste comme avoir un protocole hyper clair, ben on peut être déstabilisé au début, mais Oui, ça finit par faire vraiment du sens par la suite. oui. Effectivement. Ça arrive des fois, puis des fois, c'est pas juste notre personnalité, mais c'est l'éducation qu'on a eue aussi. Là. Moi, je suis quelqu'un j'aime dire, mes parents aimeraient peut-être pas ça, mais j'aime dire que j'ai eu une éducation relativement stricte, puis j'ai besoin d'un cadre clair pour être capable de fonctionner. Mm. Puis des fois, ça peut être très déstabilisant parce que arborescence ne va pas nécessairement donner un cadre clair, dans le sens où, puis là je m'explique, il faut faire attention, nos limites seront claires de ce qui est possible de faire. Par contre, l'adaptation de nos outils, ben c'est selon ce que nous, on possède. Donc, arborescence ne peut pas dire, toi, tu peux faire ci, puis toi, tu peux faire ça. Chacun a ses propres outils, chacun, on trouve notre propre adaptation. Leur Oui. propre adaptation. Donc, juste pour donner des exemples, Maïlou, tu sais, quelqu'un pourrait arriver avec shiatsu polarité, puis massage taille à l'huile, puis l'autre arrive avec suédois, massage sportif, puis Californien, californien, quelqu'un d'autre arrive, tu sais, puis bon, là, on a tous nos bagages. Traguerre. Dans le fond, c'est ça, Traguerre. Fait que là, on a nos outils. Arborescence ne va pas nous apprendre une nouvelle technique, mais Exact. va nous délimiter le cadre des contre-indications hyper claires dans lequel on va avoir une liberté d'action quand même. Oui, c'est ça. Puis où on va faire le transfert Exact. C'est exactement Ouais. ça. Il va avoir un cadre qui peut quand même être flexible parce que c'est vraiment selon chaque situation, selon, je me répète, mais selon où elle est la personne, autant dans son état physique que psychologique. Donc, il y a un cadre, oui, à respecter. Il y a des choses qui sont délimitées claires. Il y en a d'autres qui sont flexibles. Puis, il y en a d'autres que, oui, on a un jeu, puis on s'adapte en fonction. Mais, en plus de ça, comme tu viens de dire, celui qui a son traguerre, puis son shiatsu, puis sa polarité versus quelqu'un qui a son californien, puis son essalène, par exemple, ben effectivement que le massage ne sera pas du tout le même et les deux pourront être aussi bons l'un que l'autre. Donc, si je me ramène à notre petite anecdote, on avait un étudiant qui... ça revenait, puis oui, mais là, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Mais, tu sais, je suis pas certaine de comprendre. Tu sais, Puis, nous, on veut pas donner
on veut pas donner les réponses dans la bouche des gens. On veut aussi qu'il y ait un processus qui se fait, un cheminement qui se fait. Puis, après, on est arrivé après la fin de semaine d'approche client passée, la personne nous a dit OK, OK, là, je comprends. Là, je comprends ce que vous vouliez me dire. Il y a une adaptation que l'on peut faire. C'est pas une technique claire, comme tu dis, c'est pas une nouvelle technique, mais c'est avec mes outils, c'est avec ce que j'ai en moi que je vais pouvoir faire mon soin, adapter mon soin en fonction de. Donc, rendu en application pratique, l'étudiant était vraiment rendu là où il devait être, c'est-à-dire prêt à mettre les morceaux de puzzle ensemble. Mais des fois, ça peut être extrêmement confrontant puis extrêmement déstabilisant de faire comme hey, les stages s'en viennent, là, il nous reste juste un module, puis on dirait que je sais pas trop encore où est-ce que je m'en vais, mais c'est normal. Il y a beaucoup de choses à apprendre, il y a beaucoup de choses à mettre en contexte, il y a beaucoup de choses à mettre ensemble, à assimiler. Mais il y a des morceaux à construire avant de les mettre Oui, ensemble. Ça prend du temps à construire tous ces morceaux-là. Puis là, c'est comment ils m'ont dit, il y a normalement des morceaux. Puis après ça, pouf, ça rentre ensemble. C'est wow, OK, je suis prêt. exactement. Oui, c'est Ouais. ça, c'est ça. Et Ouais. puis des fois, ça va paraître peut-être un peu... c'est d'actualité, j'allais dire, c'est un peu de lâcher prise dans le sens où de lâcher prise sur j'ai besoin de directives claires de est-ce que je peux faire un effleurage? Est-ce que je peux faire je sais pas, des manœuvres en tragueur? J'ai pas mon tragueur, donc une manœuvre X, Y, Z. Est-ce que j'ai le droit de faire ci? Est-ce que j'ai le droit de faire ça? Ouais, C'est pas tant est-ce que j'ai le droit, c'est comment on l'adapte dans telle c'est ça. situation. Puis Ouais. c'est ça, quand je parle de lâcher prise, c'est de laissons aller le processus, on arrive. Les morceaux vont se mettre ensemble, puis ça va être clair. T'sais. Ouais. Pour reprendre les mots de Lise Lucier, la grande pionnière là, au Québec, dans une vidéo que j'ai fait avec elle, là, c'était elle comparait, mettons, un objectif humain versus un objectif de performance. Mais dans certaines techniques, prenons le massage sportif parce que c'est l'exemple qu'elle a pris. En Ouais, massage sportif, j'ai un objectif précis. Puis là, pour me rendre à cet objectif-là de performance, de bien-être du muscle ou de telle problématique du corps, et là, je vais faire telle étape, puis je vais me rendre là. Puis là, en approche oncomassothérapie, en approche d'accompagnement de ces personnes-là, ben là, c'est comme l'humain. ouais, Il va y avoir des bienfaits là, physiologiques, plein de bienfaits, mais c'est surtout l'humain. Est-ce que je vais le rencontrer avec mon massage puis avec mon approche client? Fait que, est-ce que pour toi, ça fait du sens cette image-là qu'elle donnait? ben oui, tout à fait, tout à fait. C'est pas... euh, euh, on est là à la base pour l'humain, puis et non pas dans le but de régler comme en massage sportif, une tension X, Y, Z. On n'est pas, oui, on va toucher les muscles, oui, on va toucher, puis il va avoir des effets, des bienfaits physiologiques, comme Lise disait, c'est sûr, c'est certain. Puis on en prend compte aussi, des fois, il peut y avoir une demande. Mais ça reste que c'est l'humain qui va passer en premier. Mm-hmm. Ouais. Yes! Génial. On On peut avait-tu une passer à autre la diapo? suivante. Oui. Ensuite, il y a la préparation à un stage en classe. Donc, il y a des stages qui se font en classe avec le prof pendant une fin de semaine. Donc, des gens qui sont atteints de cancer qui se déplacent là, en classe, puis c'est une personne à la fois. Surtout là, avec la COVID, la façon de faire a dû changer, bien évidemment. Donc, c'est vraiment un étudiant à la fois qui reçoit, il y a l'entrevue, donc le questionnaire santé, puis ensuite de ça, le massage qui se fait. Il y a également les supervisions de groupe après stage en classe, donc les stages autonomes. Ah ben, OK, je le vois. Si on va au dernier point, donc stage autonome, tu vois 15 dossiers égale 30 heures, donc puis ensuite de ça,
c'est là que le 10 heures en ligne, c'est pour les stages autonomes. Donc, ceux-là sont conjoints ensemble, c'est-à-dire que l'étudiant va avoir besoin de faire des dossiers clients à son bureau ou à domicile, là, les deux sont possibles, mais je veux dire, de par lui-même, mais pour avoir un suivi, s'il y a des questionnements, nous, on se recroise en ligne, en groupe, justement pour apporter nos cas clients des questionnements, ça a bien été, ça n'a pas bien été, je veux... avez-vous des trucs, vous auriez fait quoi dans telle situation? Donc, il y a des échanges. Ça, c'est pour un total de 10 heures en ligne. Puis, les stages autonomes, ben, on calcule que c'est un total de 30 heures. On donne 30 heures pour ça parce que c'est quand même plusieurs dossiers clients. Là, c'est écrit 15 dossiers, mais on a une nouvelle formule qu'on essaie cette année, là, où est-ce que ce serait 10 dossiers. Mais ça ferait quand même un total de 30 heures parce qu'il y a un travail additionnel à faire. Mais ça, rendu là, je dirais que c'est des détails, là, dans le sens où c'est pour compiler simplement le total d'heures. On donne quand même, pour les stages autonomes, un total de 30 heures parce que ce n'est pas que le massage en soi, mais on compte l'entrevue, on compte les tenues de dossier. Des fois, il y a des échanges avec le prof. Donc, on donne vraiment un total de 30 heures pour les stages autonomes. Ce qui fait donc un total de 225 heures pour l'attestation de 225 heures pour travailler avec des personnes atteintes de cancer, accompagnées par la massothérapie. Et vous êtes donc assurable par vos assurances à ce moment-là. Puis le 300 heures, il arrive où dans ce modèle-là? On va le voir après, mais c'est les stages. avec les stages en milieu institutionnel. C'est ça, donc, c'est le milieu institutionnel qui vient ajouter puis qu'on monte à 300 heures. Exactement. Parce que c'est pas nécessairement le désir de tout le monde de travailler en milieu institutionnel. Donc, si quelqu'un veut travailler dans son bureau ou à domicile et que c'est suffisant pour lui ou pour elle, c'est bien parfait. Il y a un besoin là aussi. Ben, à ce moment-là, c'est une attestation de 225 heures que vous allez recevoir. Puis, comme je disais, vous êtes assurable par vos assurances. Donc, les trois modules, 180 heures. 65 heures en ligne, puis 6 fins de semaine en présentiel, et c'est 2 à 3 jours la fin de semaine. Plus le 15 heures de RCR, on est rendu à 195 heures, plus les stages autonomes, 30 heures, d'où le 225. En gros, là, c'est ça qu'on va expliquer ici. OK. Si on va à l'autre diapo, ben là, on se rend compte qu'il reste 75 heures au total pour compléter le 300 heures de formation. Donc, ça, c'est les stages supervisés et autonomes en milieu institutionnel. Et puis, ça donne un 300 heures, donc l'obtention du diplôme. Puis, ben, c'est avec celui-ci que ça rend possible de travailler en milieu institutionnel, peu importe le milieu institutionnel. Puis, ben c'est ça. Ensuite de ça, il y a des ententes en milieu de stage pédiatrique. Donc, à l'ECAN à Montréal, Montréal et Québec, ça dans les pas à domicile, évidemment. Là, c'est en milieu institutionnel. Donc, je pense à Sainte-Justine, je pense à, pas le Children, mais à Québec, c'est le nom de l'hôpital m'échappe à Québec, mais en tout cas, il y en a un aussi, puis c'est 16 heures d'enseignement clinique. Au Fort Enfants Famille, maladies à issue fatale, qui sont aussi avec des enfants, évidemment. Si on va à l'autre, ça serait plus pour adultes, c'est ça. Donc, il y a tout ce qui est Fondation québécoise du cancer, des ententes de stage. Puis ça, comme on dit, c'est dans les hôtelleries. Donc, c'est à Gatineau, à Montréal, à Québec, Lévis, il me semble, Trois-Rivières et Sherbrooke. Donc, je ne veux pas dire à travers le Québec parce qu'il manque quand même l'Est du Québec, mais l'Association du cancer de l'Est du Québec, elle est là pour ça. Il y a l'hôpital Rivière-Rouge dans les Laurentides, la Fondation Main du Cœur à Chicoutimi, l'IUCPQ, fallait que je me trompe. IUCPQ, Institut universitaire de cardiologie et pneumologue de Québec, ça c'est à Québec. Donc, ce sont toutes des ententes de stage entre Arborescence et ces institutions-là. À l'heure actuelle, en 2022, ça peut changer, ça peut augmenter. C'est ça. Ça peut changer. Puis des fois, si pour X raison, on avait une autre vague, la pandémie, tout ça, des fois, ça peut retarder. Comme je disais, moi, à ce moment-ci où l'on se parle en 2022, je suis supposée recommencer avec la FQC en milieu hospitalier, mais dans les hôtelleries, c'est actif.
Donc, ce Ouais. sont les ententes. Oui, c'est possible que ça change et aussi selon ce qui se passe dans la vie de tous les jours. Ouais, ouais. Selon l'état de la santé publique, ouais. Ouais, c'est ça, Parfait! exact. Ensuite de ça, On a d'autres milieux, ouais. ouais, on a d'autres milieux. Ceux-ci, c'est toujours adultes, mais soins palliatifs. Donc, la Maison Saint-Raphaël à Montréal, la Maison Michel Sarrazin à Québec, Paliaco dans les Laurentides, puis à Aube-Lumière à Sherbrooke. Mhm. Super. Fait que On- là, pour les coûts, Oui, je sais pas, t'as-tu fini avec les milieux de stage? oui, OK. Là, pour les coûts, je veux juste dire, on est en 2022 avec cette diapo-là. C'est à titre indicatif, ouais, à l'heure de l'enregistrement. Ces coûts-là peuvent changer. L'information juste va être auprès d'Arborescence. Donc, validez avec Arborescence si vous écoutez cette vidéo-là plus tard, quels sont les coûts là, au moment où vous allez vous inscrire. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est ça, les coûts. Et vérifier avec Arborescence là, pour être sûr que c'est ça dans le futur aussi. voilà. Donc, présentement, la formation, c'est de 18 de l'heure avant le stage. Donc, 225 heures, puis le 15 heures de RCR en moins. Donc, c'est un total de 210 heures. C'est un montant total de 3 780. Ensuite de ça, 75 heures de stage en milieu institutionnel à 20 de l'heure, donc pour les responsables de stage. Pas juste pour ça, là, mais c'est juste pour donner une idée. Là. Puis, lorsqu'on est avec le camp, je vais bien m'exprimer. Le camp offre 16 heures de stage gratuit avec possibilité d'emploi parce qu'avec la pandémie, il y a eu beaucoup de gens qui ont quitté. Là, présentement, à l'heure où on se parle, je ne sais pas où en est au niveau des offres d'emploi, puis ça dépend aussi dans quel coin du Québec on se retrouve. Mais ils offrent présentement les 16 heures de stage gratuits. Donc, dépendamment des choix des différents milieux institutionnels, le coût du stage peut varier entre 1100 et 1500 dollars. Parce que si, par exemple, on décide dans nos choix de milieu institutionnel, parce qu'on s'entend, moi, je parle comme si tout le monde connaît ça. Là. Quand on fait nos 75 heures en milieu institutionnel, on a quelques endroits différents à choisir. On ne fait pas 75 heures à la À Maison la même Saint-Raphaël. place. On fait, Ouais, ouais. exactement. Donc, si vous décidez d'aller, par exemple, à la Maison Saint-Raphaël, à Leucan, puis à la FQC, je dis n'importe quoi, ben ça risque de... Pas ça risque, au moment où on se parle, ça coûterait moins cher que quelqu'un qui va dans 3 milieux de soins palliatifs différents, par exemple, parce Mhm. que Leucan offre 16 heures de stage gratuit. Ouais. D'où le pourquoi Parfait. qu'on dit que ça varie entre 1100 et 1500. Voilà. Oui, ça varie à cause de Leucan. Ouais. Oui, c'est ça. OK, parfait. Super. Fait que ça donne une idée générale là, de dans quel investissement on s'embarque pour C'est ça. avoir cette formation-là auprès d'Arborescence, qui est vraiment la référence au Québec depuis toujours, finalement, depuis les débuts. Et puis, c'est une formation de très haute qualité avec des formatrices et des formateurs du terrain qui travaillent dans les milieux institutionnels directement, qui sont à jour et qui ont l'expérience terrain. Puis vérifier avec, ça c'est à titre indicatif ici, vérifier avec Arborescence là, en écrivant pour avoir vraiment les coûts du moment. Mais ça ne devrait pas trop changer, là, mais c'est ça pareil. OK. Donc, ensuite, on avait une période de questions. Ben, écoute, moi, je t'ai Voilà. posé mes questions en même temps qu'on faisait la présentation. Donc, si vous avez des questions, écrivez à Arborescence sur le site. Le courriel ne sera pas très loin autour de la vidéo. Et puis, ça va nous faire plaisir de vous répondre. C'est pas moi qui vais répondre, mais ça va être probablement Sylvie ou la personne Fort probablement, responsable. Sylvie, ouais. Oui, c'est ça. Donc, Puis on va n'hésitez pas. Hein? Je m'excuse, Colin, je te coupe. C'était juste pour Vas-y. dire que si tu veux aller à la prochaine diapo, les informations pour le site, Ah, OK, c'est là. voilà, Oui, c'est ça, c'est exactement. là. Oui, voilà.
OK. Alors c'est ça. Ici, on a le courriel, le numéro de téléphone. Ben, l'adresse de l'école, c'est l'adresse du siège social finalement parce que Exact. l'école, elle enseigne à travers le Québec, à différents endroits. Ça, c'est important à savoir parce que vous allez pouvoir suivre cette formation-là à Montréal, à Gatineau, à Québec, bref, à Chicoutimi. Tu sais, il y a différents endroits selon les groupes qui se forment dans les écoles partenaires, puis aussi avec les autres partenaires d'arborescence. Par exemple, à Montréal, ça se donne à la Maison Saint-Raphaël directement. Bref, voilà. Le site Internet est en haut, arborescence-massage.com. Et puis, est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter, toi, puis peut-être en lien avec cette mystérieuse image qu'on voit? Ben, en fait, ça, c'était ça, c'était quand on est allé à la maison Arborescence, en fait, qui est justement pas tout à fait à Saint-Octave-de-Métis, mais tout juste à À côté Mont-Joli, je pense, ouais. Oui, merci, mon joli Seigneur. Une chance, t'es là. Euh, Et puis, ben, c'est en lien, nous-mêmes, là, on a fait un rituel, puis c'était avec le mandala de sable, donc je ne veux pas trop m'avancer, Ouais. mais on a fait ça en tant qu'équipe aussi, là, pionnière et relève, donc, Mhm. ouais, Une que belle de beaux image qui vous souvenirs. relie. Oui, exactement. Et on n'arrête pas de parler ben, j'ai pas arrêté de parler de coffre à outils, puis de nos propres techniques, puis ce qu'on est, puis d'où l'on vient. Mais cette image-là, c'est vraiment, c'est nos couleurs. Chacun apporte sa propre couleur. Comme je Mhm. disais, un massage pour une même personne pour un même client ne sera pas le même que si c'est donné par un autre, mais les Ouais. deux seront aussi bons. Ben, l'image, c'est un peu ça aussi que ça représente. C'est nos mains, c'est nos couleurs, c'est qui nous Mm. sommes, c'est là où on est rendu. Puis, Magnifique. ouais, ce que je dirais, ce que j'ajouterais, c'est que il y a personne, en fait, ou plutôt, je devrais dire, tout le monde qui a suivi la formation, j'ai jamais entendu un commentaire néfaste à ce niveau-là. Là. Tout le monde garde un souvenir marquant, positif de cette formation-là. Et si pour X raison la vie mène ailleurs où est-ce que les massos vont pas en onco, ça reste quand même Ouais. quelque chose de positif Oui, dans les gens disent la ça m'a pratique. marqué, c'est une formation qui m'a changé. Une Ouais, ouais, formation qui ouais. m'a. Comme humain, là, tu sais, ça m'a fait évoluer comme humain. Ça, c'est quelque chose que j'entends de part et d'autre. Donc, c'est vraiment. Ça semble être extrêmement riche. Donc, moi, je vous disais au début, je n'ai pas fait cette formation-là encore, mais j'en entends parler de part et d'autre. Et puis, l'invitation est lancée. L'invitation est lancée Voilà. de prendre plus d'informations, vous lancer dans ce voyage-là. Vous allez recroiser Marie-Lou et toutes les autres formatrices de l'école. Alors, ben voilà, je te laisse le mot de la fin, Marie-Lou. Un bel appel à la communauté des gens qui écoutent cette vidéo-là. Et puis, après ça, ben, on se laisse là-dessus. Ben, j'ai envie de dire que c'est ça, vous êtes les bienvenus à prendre autant de l'information que de venir à la formation. On va vous accueillir les bras grands ouverts. Pour nous, je pense qu'on peut dire que j'ai dit que Lise c'était une passionnée, mais je pense qu'on peut toutes se définir, toutes et tous, je ne vais pas oublier nos hommes, Oui. se définir comme des massos passionnés, puis passionnés de ce que l'on fait, mais aussi de transmettre ce que l'on fait. Donc, ça va nous faire le plus grand des plaisirs de vous rencontrer, tout simplement. Oui, puis travailler ensemble à faire une différence dans la vie des gens qui en ont besoin. Absolument. Oui. Alors, au plaisir, puis écrivez-nous si vous avez besoin de plus d'informations. Salut! Salut, merci beaucoup, Raphaël.